Alors bonjour et bienvenue sur cette chaîne qui parle de programmation en assembleur Z80 sur les machines Amstrad CPC qui était avant la chaîne GameDev Coder. Donc on reprend ici la programmation, hein, tout simplement sur les CPC. Alors, donc on a vu un certain nombre de choses dans les vidéos précédentes que je vous invite à revoir, hein, tout simplement, si vous ne les avez pas suivies. J'ai créé pour cela une playlist sur la chaîne pour que justement vous ayez toutes les étapes, puisqu'on ne peut pas tout le temps revenir, hein, systématiquement sur tout. Donc aujourd'hui, on va voir le clavier, c'est-à-dire la puce PPI et le PSG, hein, puisque pour pouvoir lire les touches du clavier, le PPI, hein, le contrôleur programme, la puce qui fait l'interface programme, ce qu'on appelle le PPI, va utiliser la puce son. Donc là, le AY, je ne sais plus combien, hein, c'est pas la puce, on l'appelle le PSG, hein, la puce son, euh, sur le registre 14. Hein, on sait ce qu'on va voir, et ce que nous on veut faire, c'est que on veut pouvoir scanner l'ensemble des touches du clavier du CPC en mémoire. Et on va positionner donc une suite, comme ça vous voyez les FF ici, là. Vous avez une suite d'octets qui correspondent tout simplement aux touches du clavier qui sont définies dans ce qu'on appelle une matrice. Une matrice, c'est un tableau de X cases, hein, je dirais, qui configure, on va le voir en façon, après sur un graphique, ça sera beaucoup plus clair, qui configure une série, hein, tout simplement de touches par ligne de cette matrice. D'accord? Et comme une ligne est constituée de 8 touches, donc du coup on a un octet par ligne. Donc on aura la ligne 0, la ligne 1, la ligne 2, la ligne 3, la ligne 4, la ligne 5, la ligne 6, la ligne 7, la ligne 8 et la ligne 9. Et ce qu'on veut nous, c'est pouvoir détecter ainsi nos touches. C'est-à-dire si, admettons, j'appuie sur la touche numéro 1 ici, voyez, vous voyez ici, là. Donc ici, vous voyez, si j'appuie sur la touche numéro 1, ben, j'ai une modification ici, la lettre D, F s'affiche au lieu de FF. Donc moi, je sais que pour détecter, par exemple, ben, ma touche 1, qu'il soit sur le pavé numérique ou qu'il soit sur... ah, quoique non, c'est pas la même. Ouais, ou qu'il soit sur en haut de notre clavier, hein. J'appuie bien sur la touche 1 et pas sur F1. Oui. Donc, vous voyez, c'est pas la même touche, hein. Donc, chaque touche est bien, je dirais, différenciée euh, par le biais de cette matrice. Donc, c'est parfait, hein, puisque comme ça, je peux détecter toutes les touches. Donc, si je veux détecter mes flèches haut, bas, gauche, droite de flèche curseur, vous voyez, c'est FE. FB, FE vers le haut, FB vers le bas, vers la droite FD, et FE met sur, je dirais, l'octet à l'adresse 41 pour la flèche de gauche. Bon, donc tout ça, ça va nous permettre, hein, donc on a la ligne 0, la ligne 1, la ligne 2, la ligne 3. Donc si moi je veux savoir, hein, mettons la touche Escape, si j'appuie sur Escape, hop, ah, F4 il est là, c'est du FB. Donc si je veux détecter, moi, si la touche F4 a été enfoncée,
hein. Si je suis en train d'appuyer sur la touche F4, bah, je vais venir tout simplement scanner ce tableau, voilà, et je vais lui dire, est-ce qu'en l'adresse 40, 48, c'est l'adresse 48, est-ce que j'ai du F, est-ce que j'ai du FB? Donc si à l'adresse 48 de ma mémoire j'ai du FB, je sais que j'appuie sur la touche Escape. D'accord? De même que si je souhaite savoir si au moins une touche a été enfoncée, ben, il me suffit de balayer tout simplement toutes ces 10 octets. Et si j'ai que du FF, hein, d'accord? Donc FF, ça veut dire que tous les bits tous les bits de l'octet sont à 1. Hein, d'accord? On est d'accord, hein, c'est un registre 16 bits et on a tout à 1. Donc si je viens faire une opération logique en OR ou en XOR, ben je pourrais savoir si en effet, comment je vais dire ça? Si en effet, ben une touche a été enfoncée. Si j'ai pas du FS, c'est qu'une touche a été enfoncée, hein. Mais on verra, on va voir tout ça. Donc, on va déjà comprendre comment fonctionne euh, ben, le scan de la matrice, le clavier. On va écrire des fichiers pour pouvoir justement utiliser la puce du PPI, essayer de comprendre comment elle fonctionne dans le cadre, hein, de l'utilisation de ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est-à-dire détecter l'appui sur les touches, et puis on va mettre ça en place tout simplement. Et ensuite on progressera un petit peu à la fois, hein. Donc là on a déjà vu comment on pouvait dessiner un sprite à l'écran. Alors vous voyez que ici j'ai un dessin de dessiner. Bon, on va voir les modifications que j'ai apportées justement à notre programme pour l'améliorer, hein. Donc, si je vais maintenant dans le code source de notre programme, alors vous voyez qu'il y a des modifications, hein. Donc nous, on en était arrêté. Alors, oui, il y a plusieurs petites modifications. Alors, on va les reprendre, hein, tout simplement. Donc ici, j'ai renommé mon fichier getArray avec la référence, je dirais, de la puce, hein, de l'Amstrad, hein, qui représente le getArray. Donc il en existe plusieurs. La HG3170, hein, le nom, c'est la puce pour la 6128. Et on a le PPI, et le PPI, c'est le 8255A. Donc, si vous souhaitez faire des recherches sur ces puces, n'hésitez pas, hein, vous allez sur Google, vous tapez Getterway HESG 3170 ou PPI 8255A, et vous aurez les références des puces et toute la chipset, qu'on appelle ça, hein, c'est-à-dire comment ces puces fonctionnent. Bon, alors j'ai apporté quelques petites modifications que je vais vous expliquer succinctement avant d'attaquer le vif du sujet. Donc j'ai remodifié, vous vous souvenez, ou si vous n'avez pas vu la vidéo donc précédente, on avait créé une fonction draw sprite qui faisait quoi? Qui copiait, hein, tout simplement d'une position RAM source vers une position RAM destination d'un tableau de 2 octets de large fois 8 octets de haut. Donc comme c'est pas forcément pour l'utilisation d'un sprite qu'on peut faire ça, hein, on n'est pas, voilà, donc j'ai renommé cette fonction en RAM copy
J'ai renommé bien évidemment ici le fichier source en RAM copy. Je vais vous montrer comment cela a été maintenant, comment c'est fait maintenant, hein. D'accord? Et j'ai créé une macro. J'ai créé une macro que j'ai appelée mmemcopy, mmemcpy en référence du C, puisqu'on a une fonction C qui fait ça, hein, qui permet de copier un bloc de mémoire d'une source vers une destination. Bon, à l'exception que là, ben, je lui dis pas le nombre d'octets que je veux copier, hein. Bon, mais bon, là, on a compris que même copie source-destination, on va copier ce qui est en la source vers une destination en mémoire. D'accord? Puis ensuite, ben, j'utilise comme ceci, hein. C'est une façon de l'utiliser. Donc je vais copier ma source, ben, le sprite 2x8, hein, c'est-à-dire ce que j'ai donc à l'adresse mémoire sprite, donc les 2 fois 8 octets, enfin les 2 octets de large fois 8 fois 8 lignes, hein, d'accord, donc 16 octets. Je vais l'implanter à la mémoire vidéo, mais qui reste une mémoire, hein, donc une RAM, en C00. Je vais lui indiquer ici bah, la colonne, hein. Vous vous souvenez qu'on a 2 octets on a 2 octets, on a 2 pixels par octet. Donc si on a euh, ici une largeur de 2, bah, si je veux décaler, hein, tout simplement bah, d'une colonne, hein, donc je multiplie par 2, hein. Donc là j'ai mis, si je mets 0, je serai sur la colonne 0, si je mets 1, je serai sur la colonne 1, 2 sur la colonne 2, etc. D'accord? Et puis après ici on a la ligne, hein. On a 80 octets, je dirais, en largeur. Donc 0, je suis sur la ligne 0, 1, ligne 1 et 2, ligne 2, hein. Ce qui nous fait ce dessin-ci, hein. Donc là, je suis. Alors oui, pour que vous voyez bien, je vais faire quelque chose ici. Je vais changer le border. Alors le border, je vais le mettre en. Allez, hop, en pastel, vous voyez. Donc je suis bien sur la colonne 1, ici, là. Voilà, et ligne 0, ligne 1, ligne 2. D'accord? Et si je fais 1, 2, 3, 4, 5, bah, j'ai 80. Euh, je me trompe, non, je sais pas trop. Oui, c'est 80 lignes, hein. C'est-à-dire que ici, si vous préférez, en bas de l'écran, je devrais être à peu près à 24, 24. Ouais, il faudrait regarder, je l'ai pas en tête, j'ai pas calculé, mais on doit être à. Bon, une ligne fait 80, voilà. Donc après, une fois qu'on a basculé ben, 80, on est passé à la ligne suivante. Et c'est à peu près ça l'idée, hein. D'accord? Bon, bon, c'est du vu, hein, ça avait été vu sur la vidéo précédente. C'est juste une nouvelle façon de utiliser nos fonctions que nous avons créées dernièrement pour voir comment on peut utiliser, hein. D'accord? Et puis vous voyez ici, maintenant qu'on va utiliser dans la boucle principale, bah, le scan de notre clavier qu'on vient mettre à l'adresse HL, hein. Donc on va lui dire bah, à l'adresse HL, tu viens me mettre toutes les informations concernant l'ensemble tout simplement des touches de mon clavier. D'accord?
Bon, ceci étant dit, on va attaquer le clavier, hein. Donc ici, on a sur le site de Kazar, de Kazar CPC, l'explication du fonctionnement du PPI, hein. Donc il suffit de comprendre et de le lire, hein, tout simplement, hein. Et puis c'est là qu'on on vous explique que donc la puce c'est le 8255, mais il existe la dernière puce, c'est 8255A, hein, plus connu sous le nom donc PPI. C'est pour ça que moi j'ai créé le fichier donc PPI 8255A. Donc qui est donc PPI, ça veut dire interface programmable pour périphérique. Voilà, qui comme chacun donc sait s'occupe du CPC de bon nombre des entrées et des sorties. Donc à travers le PPI sont gérés donc la puce PSG, le AY-3-8912, qui gère le clavier, le lecteur de cassette, le signal vertical blanc du CRTC, ouais, le signal BUSY de l'imprimante, d'autres signaux indiquant nanana, etc., hein. Donc je vous laisserai un peu lire un peu sur le site de casar.cpcscène.net la documentation concernant le PPI. Donc ici on a la théorie du PPI, hein. Le PPI possède trois ports de 8 bits, chacun plus un registre de contrôle de mode, nanana, etc. Bon, là il faut lire, hein, tout simplement toute cette documentation pour comprendre un peu la théorie du fonctionnement de la puce. Alors, on a trois modes de travail. Donc, on verra que nous, c'est important de connaître les modes de travail. Voilà. Bon, nous, on va travailler principalement sur le mode, je dirais, d'entrée-sortie, hein, tout simplement, du port A. Bon, et là, on a en effet les ports et les fonctionnements. Alors, vous vous souvenez un peu de comment on avait fait pour le Gateway? Ben, on va faire exactement, je dirais, la même chose pour le PPI, hein. C'est-à-dire, on va déclarer les différents ports, hein. Donc, le port F7, on va déclarer le contrôleur F7, on va déclarer les octets pour pouvoir définir les entrées sur le port A, etc., les différents modes, etc. On va tout déclarer, hein. Donc, et ça, on déclare tout ça où? Eh ben, on va déclarer tout ça ici. Je vous montre. Dans le fichier qui est ici, qui s'appelle PPI underscore 8255A. Alors, si je vais chercher ce fichier-là, ah, vous inquiétez pas, hein, si vous comprenez pas tout, vous allez comprendre après, hein. Donc la PPI port A, ben, je sais que c'est le F400. Ben, comment je le sais? Ben, c'est noté dessus, hein. Voilà. Port A F400. Le port B c'est le F500. Le port C c'est le F600, hein. Donc j'ai repris les ports A. Je sais que le PSG clavier, alors là il n'est pas directement indiqué ici. Même sur le graphique un peu plus bas. Alors, allez, allez. Bah, je vais y arriver, oui. Voilà. Ici, on nous met PSG son clavier. Bon, c'est pas indiqué, mais le petit programme qui est un petit peu au-dessous,
ben, elle nous dit qu'il faut utiliser la valeur 14 sur le port OR pour donc le F4. Donc je comprends que pour avoir le clavier en entrée-sortie, il faut que la configuration ici de l'octet soit à 14. Hein, donc c'est le registre 14, je dirais, du PSG, hein, qu'on utilisera. Hein, donc quand vous venez ici dans Extra, vous avez la possibilité de voir les opérations du PSG. Vous voyez, il y a différents registres. Et nous, pour pouvoir utiliser le clavier, ben, c'est le registre 14 qu'il va falloir utiliser. C'est ce registre ici euh, qui, euh, qui sera donc utilisé pour pouvoir détecter les touches du clavier. D'accord? Bon. Donc on voit ici qu'on a notre matrice hein, des claviers donc AZERTY. Alors, il peut y avoir des différences de, comment je dirais ça, de disposition, je dirais, des touches dans les claviers, hein, parce que là on a un clavier AZERTY, mais il existe des claviers, des croisés QWERTY, hein, bon voilà, donc il faut bien évidemment s'adapter. C'est pour ça que le fait de ne pas être bloqué sur l'appui des touches, c'est-à-dire qu'on détecte l'appui de la touche, on ne détecte pas la valeur de la touche. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire que si j'appuie sur la touche 1, ben sur tous les claviers, ça sera cette touche-là qui sera appuyée. Mais ce ne sera pas forcément la touche 1. Vous comprenez? Si j'appuie sur la touche A, mettons ici, je vous montre parce que là je suis peut-être pas clair. Donc si j'appuie, alors hop, je vais faire comme ça, je vais passer comme ça. Si j'appuie sur la touche A, vous voyez que c'est ici que c'est enclenché. Bon, moi j'appuie sur la touche A. Mettons sur un clavier QWERTY, la touche A, c'est la touche Q. Donc si j'appuie sur la touche Q, qui est toujours à l'emplacement de mon clavier AZERTY, c'est la touche A, ça sera toujours cet octet qui sera modifié. Donc c'est pas gênant. Hein. D'accord? Oula, ouais. Alors, je reviens ici. Bon. Donc voilà, donc alors, il faut comprendre que pour pouvoir lire la matrice clavier, ici, hein, tout ça, tous les touches, hein, on va lire tout ça. Vous voyez, c'est par ligne. Donc, donc, on va faire par exemple F6. Donc, il faut que le bit 7 ici soit le bit 6 ici soit en lecture. D'accord? Donc, si je mets ici du 1 pour dire que je vais lire une ligne, mettons la ligne 0, ben, on voit que 1, ben, c'est 64. Donc ici 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. 64, c'est en hexadécimal, c'est du 40. Donc il faut que je mette du F6 40 ici sur l'octet qui ira donc sur le port C, hein, donc F6 40, pour lire cette ligne-là. Et ensuite, ben, soit je lis directement octet par octet, c'est-à-dire ici j'aurai 0, 0. Donc si on a du 1, c'est que la touche n'est pas appuyée. Si on a du 0, c'est que la touche est appuyée. Donc si j'ai appuyé, alors c'est pour ça que la touche A elle est ici. Vous voyez? C'est pour ça que quand j'appuie sur ma touche A, bah, j'ai 0, 1, 2. Donc là ici, tout est à 1 par défaut. Donc si j'appuie sur la touche A ici, là ça devient 0. Donc j'ai 1, 2, 4,
8, 16, 32, 64. Bah, je fais le total de tout sauf le 1, là, qui est à 0. Et ben ça va me donner l'octet, la valeur de l'octet correspondant à la touche 1. D'accord? Alors, les étapes, hein, que je vous dis, hein, il y a 6 étapes hein, normalement pour pouvoir lire la matrice. L'étape numéro 1, c'est on doit s'assurer que le port A, avant tout commencement, doit être en sortie, en out. Hein. Le port au niveau du contrôleur ici. Hein. Donc dans F7, on peut configurer le port A en entrée ou en sortie. Donc on doit le configurer en sortie. Par défaut, puisque ici vous le voyez dans le programme, hein, vous voyez que ici une, euh, pour lire une, une valeur, hein, je dirais, de ligne, on met le port A en sortie à la fin pour s'assurer qu'il est bien de nouveau en sortie. Donc ça veut dire qu'au départ, il est déjà en sortie. D'accord? Donc la première chose à faire, c'est quand même de se vérifier ça. Voilà, il faut le savoir. Je dirais, comme ça, si toutefois euh, vous écrivez d'autres fonctions qui viennent modifier les entrées-sorties des différents ports du PPI, bon, hein, sachant que le PPI peut gérer les cassettes hein, ou l'imprimante, hein, donc il peut y avoir des modifications. Il faut savoir que si ça fonctionne pas, ben, c'est peut-être justement que le port A est peut-être pas en sortie et en entrée. Si le port A en entrée du départ, la fonction ne vous retournera pas les touches du clavier ou ne fonctionnera pas correctement. La deuxième chose, c'est qu'il faut donc définir le PSG, donc le registre 14, hein, puisque c'est sur ce registre que la lecture va se faire. D'accord? Ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape, bah, il faut valider, bien évidemment, enfin, bien évidemment. Donc, on doit sélectionner le registre 14, d'accord, dans le PSG, sur la puce du PSG, hein, par l'intermédiaire du PPI, hein, et il faut le valider. Une fois que ça c'est validé, on sait qu'on va lire sur la puce PSG le registre 14. D'accord? Ensuite, on doit passer le port A en entrée, puisqu'on va lui envoyer sur le port A l'information de des lignes qu'on veut lire. Hein. Donc, mettons la ligne 40. Hein. Si on lui envoie la ligne 40, il va lire cette ligne-là. Si on lui envoie la ligne 41, il devra lire cette ligne-là. D'accord? Donc on va lui envoyer la ligne 40. D'accord? Donc là, ici, lui, il va mettre dans D bah, le numéro de la ligne entre 0 et 9. Il fait le OR parce qu'il faut que le bit 6 bah, soit en lecture. C'est-à-dire que ici, si on met 0, 0, 0 ici et tout ça 0, ça ne marchera pas. Sur le port C, dans le registre du port C, donc F6, il faut qu'on ait ici le PSG, qu'on lui dit on vient lire le PSG. Hein. C'est-à-dire qu'on lui a dit on va sélectionner le registre 14 du PSG et ensuite tu vas venir lire la ligne du tableau matriciel et non pas écrire. On pourrait écrire dedans, hein, mais nous on veut lire. Donc on veut mettre, si on veut lire, c'est le bit 6 qui doit être 1. Donc pour lire la ligne numéro 1, il faut que le bit 6 soit 1. Bon, lui il le représente, il le fait par une opération OR. Ouais, bon. Nous, on le fait pas comme ça, puisque nous, on le fait directement ouais, si, ça revient au même. C'est-à-dire que si je veux mettre le port web, là, ici, du PSG, bah, je vais mettre PSG clavier,
Et puis je vais mettre PSG, qu'est-ce que je raconte moi, PSG clavier. Non, je vais mettre le PSG White Data et du coup ouais, c'est ça non pas le PSG clavier, mais et le numéro de ligne que je veux lire. Bon ici le numéro j'ai pas mis PPI ligne 1, PPI ligne 2 à 9, hein, donc on les met directement, hein. D'accord? Donc une fois qu'on a sélectionné le registre 14 du PSG, qu'on a validé qu'on va utiliser ce registre, on met le port A en entrée. Une fois qu'on a mis le port A en entrée, bah, on peut lui dire le numéro de la ligne qu'on va lire, hein. Et ensuite, on va aller avec le registre F4 faire la lecture du port A. D'accord? Et une fois qu'on a lu bah, du coup la valeur, hein, il faut pas surtout pas oublier de remettre le port, comment je dirais ça, de remettre le port A en sortie. Voilà. Bon, là, il refait une validation du F6. Euh, bon, moi, ça fonctionne sans que j'ai à refaire une validation du port F6. Hein, il remet euh, F600 pour refaire une validation du registre 14. Bon, moi, ça fonctionne, je le refais pas. Mais je garde en tête que peut-être que il faut à chaque fois revalider à chaque lecture le port, hein, le registre 14. Bon, voilà. Bon, après, il explique le son. Ça sera une autre partie de la suite de nos vidéos, hein, tout simplement. Voilà, donc je vous laisserai lire ceci. Bon, bon, j'ai tout repris à peu près ce qu'il y avait à reprendre sur les schémas dans le fichier de configuration du PPI, hein, dans ce fichier-là. Bon, il y a peut-être des choses qui manquent, mais on complétera au besoin. D'accord? Donc, j'espère que vous comprenez à peu près les étapes. Bon, maintenant on va aller regarder le fichier qui scanne, la fonction qui scanne tout simplement notre matrice clavier. Voilà. Bon, bon là j'explique, on va la fonction scan board, ce qu'elle fait, hein, elle va faire la lecture d'une matrice clavier de 10 lignes fois 8 colonnes. Euh, donc on a en entrée dans HL l'adresse tampon de stockage, hein, donc là où on va stocker les 10 lignes. D'accord. En sortie, ben, on aura HL qui sera incrémenté donc de 10 lignes, hein, donc HL plus 9, état des lignes de clavier. On a modifié les registres A, B, C, D, E, HL. On peut même dire qu'on a modifié tous les registres, hein. Sauf des registres un peu spéciaux, hein, qu'on n'a pas encore vus, mais qu'on
on ira voir un petit peu plus tard, hein. Donc les registres fantômes qu'on appelle ça et les registres d'indexation, où j'expliquerai un peu plus tard à quoi ça sert et comment on peut les utiliser. Et on a à peu près 540 cycles machine, d'accord, sur les 10 lignes. Donc ça nous fait à peu près 135 microsecondes sur un processeur comme le nôtre, le Z80, qui tourne à 4 MHz. Bon, ça fait 135 environ 135 microsecondes. Bon, notre fonction, elle fait à peu près, elle fait à peu près 37 octets et elle est compatible sur tous les Amstrad à l'exception du CPC+, qu'il faut apporter des petites modifications qui ne sont pas très importantes pour les utiliser sur le 464+, enfin sur la gamme des CPC+. Bon, nous pour l'instant, on reste sur la gamme des CPC 464, 664, 6128, hein, qui ne gèrent pas les sprites hardware. Donc on devra le gérer, on doit gérer les sprites software, hein. Donc c'est à nous de faire la gestion, hein. Bon, ça aussi, ça sera des explications par la suite à comprendre c'est quoi, pourquoi il y a une gestion hardware et une gestion software des sprites, hein. Donc tout ça, c'est des notions qu'on verra par la suite. Donc voilà comment on va faire. Donc vous voyez que là, pour pouvoir donc, première étape, on doit configurer le PPI port A en sortie. Je vous l'ai dit, je l'ai mis ici. Ce n'est pas une obligation si vous avez déjà une configuration du port A en sortie. Quand vous démarrez la machine, au démarrage de la machine, le port A est déjà en sortie. Donc c'est pour ça que j'ai commenté. Mais je le laisse pour qu'on comprenne bien que la fonction scan keyboard ne peut fonctionner que si les 6 étapes qui sont là soient conformes. Première étape, le PPI, le port A doit être en sortie. Pour cela, je prends le contrôleur, je lui passe donc le PPI port ASC, donc le choix au niveau des ports ASC PPI, et je lui dis, bah, tu me mets le PPI port A en out. Sachant que quand je mets ici le PPI port A en out, je garde le port B en in, en entrée. Je ne touche pas au port B, hein, donc je garde toujours le port B en entrée. Hein, sinon, si je fais mon out C,C, si j'ai pas mis le port B en entrée, bah lui il sait plus par la suite. Enfin là, il va le faire la première fois, il va peut-être le faire une fois, mais après il va plus comprendre, hein. Bon, d'accord. Ensuite, qu'est-ce que je dis? Je dois sélectionner le registre 14 du PSG pour avoir le clavier en entrée-sortie. Donc pour cela, je mets donc le PPI port A, hein, donc le port que j'ai en sortie, hein. Je mets le PSG clavier et je fais mon route C,C. C'est-à-dire que je viens ici sélectionner le registre 14. Je sauvegarde ici dans E mon F4, hein, tout simplement, mon port F4. Ce qui me permettra d'optimiser. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait une petite optimisation ici. D'accord? Et je fais le out C,C pour exécuter l'opération sur le port. Je dois également donc valider la sélection du registre, c'est-à-dire que je sélectionne le registre 14 et je valide que je vais utiliser ce registre, hein. Donc il faut toujours une validation, hein. Pour sélectionner le PSG, je valide la sélection du registre 14. En bref, je dis euh, je vais utiliser le registre 14 du PSG et je valide mon choix. Comprenez-le comme ça. D'accord? Et je sauvegarde ici le port F6, enfin la valeur F6 dans D.
D'accord? Donc je lui dis, je sélectionne donc, je dis au PPI, je vais gérer donc le registre PSG, enfin comment je vais dire ça? Je vais registre je dis au contrôleur, je vais utiliser donc le registre 14 du PSG. Je lui dis, bah maintenant je vais sélectionner le PSG en format registre et je valide, hein, l'étape de validation. Alors attention ici, le out entre score C,0, RAS me permet de faire cette écriture. D'autres assembleurs vous mettront une erreur. Donc dans ce cas, s'il y a une erreur, bah, vous êtes obligé de passer, vous faites un XOR A par exemple, et vous faites un out C, virgule A. Voilà, faudra passer par un registre. Bon, là, il s'avère que RASM le permet. Une fois que j'ai donc le port A en sortie, sélectionner le registre 14 du PSG qui est le clavier, que j'ai validé, que je vais bien utiliser le registre 14 du clavier du PSG. Je passe le port A en entrée, puisqu'il va falloir que j'aille lire mes lignes. D'accord? Pour ça, pareil, hein, donc PPI contrôleur, je questionne tous les ports et je lui dis PPI port A en in, toujours port B en entrée aussi. Port B, je ne touche pas, hein. Et ensuite, je vais lui dire première ligne du clavier à lire, donc c'est-à-dire le bit 6 du port F7 qui doit être à 1, port F7 ou du port F6, je sais plus, port F6. Hop, 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 hop. Du port F6, bit 6 du port F6, puisque du coup les lignes, là, les 4 octets concernant les lignes, ben, ils sont à 0, hein, donc ça fait bien ici 64, soit 40 en hexadécimal, donc sur le port F6, d'accord. Je lui dis, donc dans le registre A, je vais lui mettre la première ligne du clavier. Je vais mettre dans C, je vais faire une copie, hein, de F6 dans C. Vous allez comprendre ensuite pourquoi. Et ensuite, je vais faire mon bouclage pour lire mes 10 lignes. Alors vous allez me dire, bah oui, mais il est où le compteur? Hein, donc compter 10 lignes, d'accord. Vous voyez qu'ici, j'incrémente C. C est en F6. Donc si vous faites, ma calculatrice, si vous faites ici F6, attendez, j'ai mis deux F moi, non. S6 plus 9, plus 9, plus 10. Ah, on va mettre plus 1, il y a des lignes. Voilà, vous voyez que vous arrivez à 0, 0 ou un carré. Donc là, on a utilisé non 0, d'accord? Donc tant que on n'a pas le drapeau 0 qui est affiché, on tourne. On tourne dans l'ensemble, hein, tout simplement des. Voilà, on va chercher, donc on incrémente A, donc A c'est la ligne suivante. On va mettre F6 dans le registre B, donc on va lire A, donc F6 41, F6 42, et on a une instruction ici. Voilà, vous voyez qu'on met le port F4 qui est le port pour la lecture. D'accord? Et on a une instruction ici ini que vous connaissez pas.
Instruction ini, vous ne l'avez pas encore vu. Que fait ini? Ben, un ini va faire un out ici, hein, il va faire le out c,c, d'accord? Il va récupérer les informations dans BC, d'accord? Et puis après, il va aller inscrire à l'adresse de HL, à l'adresse de HL, hein, entre parenthèses, la valeur qu'il a trouvée dans le registre 14. La valeur qu'il a récupérée, en bref. Il va incrémenter HL et il va décrémenter B. C étant inchangé. C'est pour ça que ici, on va incrémenter C. C'est pour ça qu'on va incrémenter. C est inchangé. On incrémente A, c'est-à-dire on incrémente A, on passe à la ligne suivante et on incrémente C. Donc C va faire F6, F7, F8, F9 jusqu'à 0. Une fois qu'il y a 0, on va lever le drapeau et on quitte. Donc on aura ainsi bouclé sur nos 10 lignes matricielles avec l'instruction ini, qui est très rapide, hein, en fait, qui est l'une des instructions qui permet de faire ça rapidement. Et une fois qu'on est à 0, hein, on quitte ici, enfin on passe à la suivante et on restaure le PPI sorti. Donc là, on est obligé de le faire, hein, puisque on a modifié le PPI en entrée euh, ici, hein. Donc on est obligé de le remettre en sortie. Sinon, vous allez lire le clavier une fois et après vous le lirez plus, hein, ça ne marchera plus. D'accord? Donc on a bien nos 6 étapes. Première étape, s'assurer que le port A est en sortie. Deuxième étape, ben, dire au contrôleur PPI, je vais utiliser ben, le PSG, le registre 14. Hein, je vais aller lire le registre 14, hein, pour être plus précis. Je valide ben, le choix du registre 14. Je passe le port A en entrée pour envoyer tout simplement sur la puce des informations, hein, tout simplement, hein, hein, notamment la ligne qu'il faut lire. Je mets mon compteur de ligne, donc je dis ligne 1, enfin la ligne 0 exactement, hein, pour être plus clair. Et ensuite je boucle sur 10 fois, hein, en incrémentant. Donc du coup, bah, pour chaque ligne. Hein, donc ligne 0, ligne 1, ligne 2, etc. Une fois que j'ai fait ça, je restaure le PPI en sortie. Voilà. D'accord. Bon, j'espère que pour vous, les étapes sont claires. Retenez les étapes. Port A en sortie, sélection du registre, validation du registre PSG, enfin, sélection du registre par le PSG pour le clavier. Port A en entrée, configuration de la première ligne à lire, lecture des 10 lignes et restauration du PPI. Voilà. Ce sont les étapes que vous devez connaître pour lire l'ensemble je dirais, la matrice du clavier. Alors, vous avez soit la possibilité de lire une seule ligne, soit la possibilité de lire toute la matrice. Bon, si vous avez besoin de quelques d'octets, hein, c'est-à-dire que vous avez plus de place en mémoire, hein, et qu'il vous faut quelques petits octets à récupérer. Dans ce cas-là, vous voyez si c'est pas plus intéressant pour vous ou gagner en vitesse, hein, par exemple. Si c'est pas plus intéressant pour vous de lire bah, qu'une ligne de la matrice. Hein, mettons, si ici vous avez besoin uniquement du joystick là, voilà, vous n'utilisez pas le clavier, vous utilisez juste le joystick. Bon, bah, vous voyez que la ligne ici 9 bah, reprend tout le joystick.
Il n'avait pas besoin de lire tout le clavier pour pouvoir uniquement utiliser cet octet pour pouvoir utiliser le joystick. Voilà, par exemple. Alors, donc ça vous fait économiser 9 octets en mémoire. Bon, en général, bon, la plupart des jeux ils utilisent le joystick, ils utilisent les touches. Alors, c'est quoi les touches? C'est W, Q, je sais plus quoi là. Ah, ils utilisent ces touches, voilà, une série, c'est ces touches-là, mettons. Euh, voilà. Ils utilisent deux, trois lignes, voilà. Voilà. Avec la touche Escape notamment. Donc, ils utilisent ces trois premières lignes ici, en général. Euh, bon, enfin, voilà. Moi, je préfère utiliser la lecture complète de toute la matrice. 135 microsecondes, bon, ça va, hein, c'est pas énorme. Puis il est pas lourd, 37 octets, c'est pas lourd. Sachant que ici, j'ai retiré quelques octets si le port A est déjà en sortie. Alors oui, revenir ici. Vous expliquer pourquoi les sauvegardes là, le LDE,B, LDD,B. Quand vous faites une sauvegarde comme ça, quand vous faites LDE,B, ceci ça vaut 2 octets. Si vous faites LDE, dièse F6 ou F4 là, ben ça fait 3 octets. C'est voilà, c'est tout bête, hein. Puis ici dans la boucle, ben 10 fois 3, ben ça fait 30 ça ferait 30 fois autant de cycles. Euh, voilà. Donc voilà, c'est juste ça, hein, c'est une optimisation. Ici, plutôt que de dire et de mettre LDC, dièse F6 qui fait 3 octets, ben je fais voilà, je fais LDC, D. L'utilisation d'un registre enfin des registres entre eux est toujours plus rapide. D'une part, hein, c'est toujours plus rapide, un nombre de cycles qui est plus rapide, d'une part, et d'autre part, ben, ça prend moins d'octets que de faire de l'adressage direct. Bon, bah voilà, hein, je pense que tout est dit. On va peut-être aller. Je vais relancer le disque là. Oh, ça sera pas grand-chose. Non, je pense que j'ai rien oublié. Ah si, j'avais dit qu'on allait revoir. Oui, si, si. Ici. Pas oublier que, du coup, le RAM copy ici, qui était notre fonction de lecture de sprite. Alors, j'ai maintenant appelé RAM copy 0208. Donc, vous voyez, il n'y a pas grand-chose de changé, hein. On a toujours la lecture de nos deux octets, hein, 2 fois LDI. Local nline, next line, hein, ligne suivante, je l'ai donc extrait de la boucle, hein, parce que là, on fait une copie 2 fois 8, donc on n'a pas besoin de gérer, euh, je dirais, le débordement de bloc, hein. Je vous montre ça. C'est-à-dire que, alors ici, ça, je vais fermer ça. Je ferme ça. Alors, si je vais dans ici, graphique ici, alors que je repasse ici en mode screen, vous voyez, on a des blocs ici.
Donc là, comme on a un bloc de 2 fois 8 qui correspond parfaitement à l'intégralité du bloc, quand je passe en dessous ici au bloc suivant, ben, je suis pas embêté au fait, hein, tout simplement, hein. Je peux faire des déplacements case par case, c'est pas gênant. Par contre, si je dois afficher une partie ici de mon carré et l'autre partie en dessous, ben ça je peux pas faire pour l'instant. Donc je vois bien que c'est le Nestline qui va devoir gérer cela. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai séparé la fonction Nextline, tout simplement, hein. Bon, je ne réexplique pas le reste. On l'a vu dans les vidéos précédentes, hein, revoyez les vidéos précédentes. Et du coup, j'ai créé donc un fichier pour Nextline. Là, que je remets notre fonction de gestion de bloc. Euh, donc on prend la valeur de destination qu'on met là, on ajoute 8 puisqu'il y a, comment je vais dire ça? Euh, il faut ajouter 8800 à chaque ligne, hein. Donc on met directement dans le registre O 8, hein, puisque c'est C0, C8 et 8. Enfin, revoyez la vidéo précédente, hein. Et puis on remet dans A. On met A, on remet D, on remet A dans D. Voilà, tout simplement. Et si on lève un carry, eh ben, on peut récupérer le carry tout simplement de l'autre côté, qui va nous indiquer qu'en effet, on est donc arrivé à la fin, tout simplement, de la dernière ligne de notre bloc, hein. On a débordé notre bloc. Voilà. Donc ça, c'est notre fonction Nestline que j'ai donc séparée. Bon, qu'est-ce que j'ai à dire de plus? Alors n'hésitez pas à mettre des commentaires s'il y a des choses que vous n'avez pas compris ou si j'ai des conneries, hein, c'est possible, hein. Quelque chose que j'ai dit de travers, hein, c'est possible, hein. Me corriger. Euh, y a pas, voilà, il n'y a pas de souci, hein. On est tous humains, on fait tous des fois des erreurs, hein. Et puis la compréhension, n'hésitez pas, hein, c'est pas parce que vous n'avez pas compris que ça fait de vous quelqu'un d'ignorant, hein, ou d'imbécile, hein. On est tous passés par apprendre, hein. Au début, quand on apprenait à compter, ben, on savait pas, et puis après on savait, hein. Voilà, c'est pas pour autant qu'on est plus bête qu'un autre, hein, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent ça en disant, bah, je vais rien dire parce qu'on va dire, voilà, on va se moquer de moi. Mais non, pas forcément. Ça peut arriver, hein, qu'il y ait des gens qui se moquent, mais pas forcément, hein. Voilà, donc le Farmoab on a vu, le Unit on l'a vu, en copie bon, on vient de le revoir, le Nestin on vient de le voir, le Scan Keyboard on vient de le revoir. Ok, donc on a tout revu, on a vu la macro que j'ai expliqué et on a vu donc comment on a repris les informations du PPI pour ensuite les utiliser pour créer notre fonction qui scanne le clavier. Bon, là, on n'a pas encore vu les modes d'interruption, hein. Donc il faut bien comprendre que quand on va lire ici le clavier, on ne souhaite pas être interrompu par un saut d'interruption IM1. On ne veut pas, comment je dirais ça? On veut pouvoir exécuter notre fonction rapidement, hein, donc sans devoir faire un saut et revenir. Vous vous souvenez, ça c'était une vidéo qu'on avait fait, qu'on avait vu l'interruption 38 et on l'avait désabli. D'accord? Donc il faudra bien comprendre que ça c'est important, euh, qu'il faudra peut-être dans certaines circonstances euh,
Si on fait des sauts, je dirais, d'interruption, pensez à utiliser DI et EI. D'accord? Bon, voilà, l'étape numéro une, c'était celle-ci, c'était la plus, je pense, compliquée, hein. C'était celle de pouvoir lire ou scanner le clavier, hein, l'ensemble des touches. Donc là, mettons qu'on a pu faire une lecture complète de notre matrice. Alors, on le met bien sûr dans une boucle parce qu'on doit lire en continu les touches qui sont appuyées, hein, je dirais, sur le clavier, hein. Si je le mettais ici, je ferais qu'une seule lecture de départ, donc j'aurais que du FFF et puis ça changerait rien. Donc là, je boucle. Bon, là, je boucle au maximum de la machine, hein. Il n'y a pas il y a pas de restriction au niveau de la fréquence pour lire le clavier, hein. Donc c'est très rapide. D'accord. Bon. Ben, dans la vidéo prochaine, on va voir comment on va pouvoir mettre tout simplement en action le fait d'appuyer sur des touches. Voilà. Hein, on pourrait par exemple ici en dessous, hein, dire euh, scanner, c'est la touche Escape est enfoncée. Hein, par exemple, si la touche Escape est enfoncée, ben, sauter à notre fin de programme. Par exemple, hein, c'est un exemple, hein. Ou si la touche du joystick de droite est enfoncée, ben, qu'on vient modifier ici, hein, tout simplement, nos sprites, hein, enfin notre dessin. Alors, on vient décaler d'un rang à droite notre dessin. Voilà. Bon. Donc on va voir comment on peut déterminer une table de touches pour scanner, hein, tout simplement un certain nombre de touches, sans que pour l'ensemble de tous les autres touches du clavier du CPC, ça sera la même chose, hein. D'accord? Bon, voilà, donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, hein, il n'y a pas énormément d'abonnements, mais bon, la chaîne reprend depuis le départ, donc c'est normal, hein. Il faut le temps que les personnes qui étaient avant sur la chaîne puissent bah, tomber sur ces vidéos. Je m'en excuse, hein, auprès des personnes qui suivaient la chaîne, hein. Donc YouTube a décidé de supprimer la chaîne Game Dev Coder sans trop me donner d'explications. Ils m'ont dit que je respectais pas les règles. Bon, bah, c'est tout, hein. Donc c'est pas grave, hein. Donc ça permet de pouvoir bah, tout reprendre d'une façon plus structurée, je dirais, sur un cas concret qui sera le jeu de la vie, hein. Donc c'est pour ça qu'on est en train de repasser en revue toutes ces fonctionnalités pour pouvoir créer le jeu de la vie. Voilà. Puis une fois qu'on aura compris comment tout ça se goupille, hein, se met en place, on créera d'autres petits jeux, hein. Voilà, tout simplement. De petits jeux ou de jeux un peu plus conséquents, hein. Voilà, donc je vous dis de passer une bonne journée et je vous dis à la vidéo prochaine. Au revoir.